Quand ma belle-fille a rappelé quelques jours plus tard pour me répéter que je n'avais droit à rien de l'héritage de mon fils, j'ai simplement souri en silence. Elle ignorait qu'à cet instant précis, mon fils était assis juste à côté de moi, bien vivant, en train de planifier comment démasquer la mise en scène qui avait failli le tuer. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Josette, j'ai 65 ans et j'habite seule dans ma petite maison à Périgueux depuis que mon mari nous a quittés il y a 20 ans. J'ai élevé Eric toute seule, avec mes 2 mains et tout mon cœur. Il est devenu un homme bien, un père dévoué pour son petit Lucas, 7 ans. Cette nuit-là, l'horloge marquait exactement minuit quand mon téléphone a sonné. J'étais seule dans le salon comme toujours ces dernières semaines. La maison semblait plus grande la nuit, plus silencieuse. J'ai regardé l'écran. Le nom qui s'affichait était Séverine, ma belle-fille. Mon cœur s'est serré immédiatement. Eric m'appelait toujours le dimanche, religieusement, même quand il était débordé de travail. Mais cela faisait 3 jours que je n'avais pas de nouvelles. 3 jours de silence qui pesaient comme des pierres sur ma poitrine. J'ai décroché avec la main tremblante. « Allô, Séverine, où est Eric? Pourquoi il ne m'appelle pas ?» La voix qui m'a répondu était froide, sans émotion, comme si elle lisait une liste de courses. « Belle maman. Eric est décédé hier matin. Le monde s'est arrêté. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Ma respiration s'est bloquée. Quoi? Comment sa mort, Séverine? C'est quoi cette mauvaise blague? Ce n'est pas une blague, a-t-elle répondu avec cette même voix mécanique. Il a eu un accident de voiture. Il a percuté un arbre sur la route vers Brive. La voiture a pris feu. Le corps était méconnaissable. Il est déjà à la chambre funéraire. L'enterrement est demain à 10h. Ma voix s'est brisée. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Pourquoi seulement maintenant? J'étais occupée à tout régler, belle maman. La paperasse à l'institut médico-légal, à la mairie, les documents de l'assurance, le notaire. Je n'ai pas eu le temps d'appeler plus tôt. Occupée. Le mot m'a coupé comme du verre. Mon fils était mort, et elle était trop occupée pour me prévenir. Séverine, j'ai besoin de voir mon fils. Où est-il maintenant? Il a déjà été incinéré. Le sang s'est glacé dans mes veines. Incinéré? Comment ça, incinéré? Je n'ai même pas pu lui dire adieu. Comment as-tu pu faire ça sans me prévenir? C'était ma décision, belle maman. Je suis l'épouse. J'ai l'autorité légale sur le corps. Eric a toujours dit qu'il voulait être incinéré, alors j'ai simplement respecté sa volonté. J'ai senti la rage monter dans ma gorge, mais j'ai respiré profondément. Et Lucas, comment va-t-il? Le petit a vu son père mort. Il va bien. Il reste avec moi, évidemment, c'est mon fils. Est-ce que je peux lui parler, s'il te plaît? Il dort. Je ne vais pas le réveiller. Il a déjà subi trop de stress aujourd'hui. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. J'essayais encore de tout assimiler quand Séverine a lâché la bombe finale. Il y a autre chose que vous devez savoir, belle maman. Eric a laissé un testament enregistré chez le notaire il y a 6 mois. Il m'a tout laissé. La maison dans le quartier Saint-Georges, la voiture, les économies, l'assurance vie, absolument tout. Vous n'avez droit à rien, pas un centime. C'était son choix. J'ai raccroché, dévasté. Mais quelque chose ne collait pas. La froideur de Séverine, la crémation trop rapide, le testament mentionné comme s'il avait été planifié. Tout semblait calculé, répété, faux. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée assise dans le salon, les larmes coulant sur mes joues. Mon regard s'est posé sur la photo d'Eric sur l'étagère. Il souriait en portant Lucas encore bébé. Les deux avec le maillot de l'équipe de France au stade. Un jour de bonheur qui ne reviendrait jamais. Comment allais-je vivre sans mon fils? C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit faible, étouffé, venant de l'arrière de la maison. Toc, toc, toc. J'ai cessé de respirer. Qui pouvait frapper à ma porte à cette heure? J'ai regardé l'horloge. Minuit 15. Toc, toc, toc. Je me suis levée doucement, le cœur battant à tout rompre. J'ai marché vers la cuisine d'où venait le son. La porte de derrière. Personne n'utilisait cette porte. Elle donnait sur le jardin, toujours fermée à double tour. « Qui est là ?» ai-je demandé en essayant de paraître ferme, mais ma voix est sortie tremblante. Une voix faible, rauque, presque un murmure, comme si la personne avait la gorge blessée. « Maman. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos. « Qui est-ce » ai-je demandé plus fort. « Maman, c'est moi, Eric. Mon sang s'est glacé. Tout mon corps est resté paralysé. Ce n'était pas possible. Séverine venait de me dire qu'il était mort, incinéré. Comment pouvait-il frapper à ma porte? Eric, c'est vraiment toi.
« S'il te plaît, maman, ouvre la porte. Je suis blessée. Je n'arrive plus à tenir debout. » Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tourner la clé dans la première serrure. J'ai essayé, raté, essayé encore. Finalement, j'ai réussi. Puis la deuxième serrure. J'ai poussé la porte doucement, et ce que j'ai vu m'a fait reculer en chancelant. Un homme ensanglanté, appuyé contre le chambranle de la porte d'une main, l'autre se tenant le ventre. Vêtements déchirés, sales de terre et de sang séché. Visage tuméfié, un œil gonflé et violacé, presque fermé. Lèvres fendues. Mais je l'ai reconnu. C'était mon fils, mon Éric, vivant, respirant, gémissant de douleur. Mon Dieu, ai-je crié en le soutenant par les épaules avant qu'il ne tombe. Éric, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Il s'est presque effondré dans mes bras. J'ai utilisé toute la force que j'avais pour le traîner à l'intérieur. J'ai fermé la porte rapidement, remis les 2 verrous. Je l'ai allongé sur le sol de la cuisine le plus doucement possible. J'ai couru à la salle de bain, ramené des serviettes propres, commencé à presser le sang qui sortait encore d'une coupure profonde sur son front. « Maman », a-t-il murmuré en agrippant ma main avec force. « Elle a essayé de me tuer. »« Qui, Séverine? C'est Séverine qui t'a fait ça. » Il a hoché la tête, les yeux pleins de douleur et de peur. Mon fils avait peur. Elle et son amant ont tout organisé. L'accident, tout était prévu. Ils voulaient me tuer pour l'argent de l'assurance. J'ai senti le monde s'effondrer de nouveau, mais cette fois pas de tristesse, de rage. Éric m'a tout raconté. Séverine avait un amant depuis presque 1 an, un certain Grégory. Il avait découvert des messages sur son téléphone 3 semaines plus tôt. Des conversations sur comment se débarrasser de lui, sur l'assurance vie, sur commencer une nouvelle vie avec l'argent. La veille, Séverine l'avait réveillé tôt, proposant une balade en voiture pour parler. Sur une petite route forestière près de Hautefort, Grégory les attendait. Ils l'ont sorti de force de la voiture. Grégory l'a frappé avec un tube métallique pendant que Séverine le tenait par les bras. Ils ont cru l'avoir tué. Ils l'ont jeté dans sa propre voiture, ont versé de l'essence et ont poussé le véhicule contre un arbre. Éric a réussi à s'extraire avant que tout n'explose. Il a marché des heures pour arriver jusqu'ici. « Ne parle plus maintenant », ai-je murmuré. « D'abord je te soigne, ensuite on planifie. On va les faire payer tous les 2. » J'ai passé le reste de la nuit à soigner Éric. À l'aube, j'ai appelé la docteure Martine, une médecin de confiance qui avait soigné Lucas quand il s'était cassé le doigt. Éric l'avait aidé autrefois avec des papiers administratifs. Elle lui devait un service. Elle est venue discrètement, a examiné mon fils, confirmé la fracture du bras, posé un plâtre correctement, traité les brûlures superficielles et prescrit des médicaments plus forts. Elle n'a pas posé de questions. « Je ne sais pas ce qui se passe », a-t-elle dit à la porte avant de partir. « Et peut-être vaut-il mieux que je ne sache pas. Mais prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, uniquement en cas d'urgence réelle. » À 6h30, mon téléphone a sonné. C'était Séverine. « Belle maman, bonjour. » Sa voix sonnait fatiguée, fausse, comme si elle avait répété le ton exact de veuve en deuil. J'ai respiré profondément. Je devais jouer le jeu. Je devais lui faire croire que j'étais détruite, que je ne soupçonnais rien. « Bonjour », ai-je répondu en forçant ma voix pour qu'elle sorte tremblante. Je n'ai presque pas dormi. J'ai passé toute la nuit à penser à Éric. Je m'imagine belle maman. C'est très difficile de perdre quelqu'un comme ça, d'un coup, sans avertissement, sans pouvoir lui dire au revoir. Moi non plus, je n'ai presque pas dormi. Je suis restée à régler des choses jusqu'à tard. L'enterrement est toujours à 10h, a-t-elle continué, à la chapelle du cimetière de l'Ouest. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Mais comme je vous l'ai dit hier, pas de drame. J'irai, ai-je répondu. J'ai besoin de dire adieu à mon fils, même si je ne peux pas voir son visage. J'ai laissé un mot à côté d'Éric, endormi sur le canapé. Je lui ai dit de rester caché, de ne pas ouvrir la porte, de ne répondre à aucun appel. Et je suis partie. La chapelle du cimetière était pleine. Famille, amis, collègues de travail d'Éric, tous vêtus de noir, murmurant des condoléances. Et au centre de tout, un cercueil fermé, scellé, couvert d'un drap blanc et d'une couronne de fleurs. Au-dessus, une photo d'Éric, souriant. J'ai senti mon estomac se retourner. Tout cela était une farce, un mensonge élaboré. Et Séverine était au centre de tout, habillée de noir de la tête aux pieds, avec un voile sur le visage, pleurant dans les bras de gens que je ne connaissais même pas. Je me suis approchée lentement. Chaque pas pesait des tonnes. Pas à cause de la tristesse. Je savais qu'Éric était vivant, mais à cause de la rage, de devoir faire semblant, de devoir participer à ce mensonge. Séverine m'a vue et est venue vers moi. « Belle maman,
m'a-t-elle enlacée. Un câlin serré, long, théâtral. Quelle bonne chose que vous soyez venu. Je sais que c'est difficile. Pour moi aussi ça l'est. Je lui ai rendu l'étreinte, mais mon corps était rigide, chaque muscle tendu. J'ai observé Séverine pendant toute la cérémonie. Elle pleurait au bon moment. Elle se séchait les larmes avec un mouchoir brodé. Elle était une actrice parfaite. Mais parfois, quand elle croyait que personne ne la regardait, je le remarquais. Un petit sourire, un regard de soulagement. Et puis, il est apparu. Un homme grand, en costume sombre bien coupé, cheveux noirs bien coiffés avec du gel, visage séduisant mais avec une expression arrogante. Il est entré discrètement par la porte latérale et s'est assis au dernier rang. Mais Séverine l'a vu et ils ont échangé un regard rapide. Un regard de reconnaissance, de complicité. Grégory. Ça devait être lui. Après la cérémonie, je suis sortie m'asseoir sur un banc dehors. J'ai observé de loin. Quand presque tout le monde était parti, il s'est approché d'elle. Ils ont parlé rapidement à voix basse. Elle lui a passé quelque chose. Une enveloppe épaisse. Il l'a rangée dans la poche intérieure de sa veste. Et alors, il l'a attirée par la taille et l'a embrassée. Là, sur le parking du cimetière. J'ai dû me couvrir la bouche avec la main pour ne pas crier. Je suis rentrée chez moi avec une détermination renouvelée. Quand je suis arrivée à la maison, Éric m'attendait assis à la table de la cuisine. Je lui ai tout raconté. Le cercueil vide, Séverine jouant la veuve parfaite, Grégory qui était là, le baiser sur le parking. Éric serrait son verre si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il a eu le culot de venir. Il l'a eu. Et après l'enterrement, ils se sont embrassés. Elle lui a donné une enveloppe, probablement de l'argent. Mon argent. L'argent que j'ai travaillé des années à économiser, qui était pour l'avenir de Lucas. Et elle l'utilise pour payer l'amant qui a essayé de me tuer. Plus pour longtemps, ai-je affirmé fermement. On va tout récupérer et ils vont payer tous les deux. Éric m'a regardé longuement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Je ne peux pas simplement apparaître et dire que je suis vivant. Elle va inventer n'importe quelle histoire. Les messages, ai-je rappelé. Tu as dit que tu avais vu des messages sur son téléphone au sujet du plan. Si on obtient ces conversations, on a la preuve. Elle a dû tout effacer. Séverine est maligne. Elle ne va pas laisser de traces. Peut-être qu'elle n'a pas tout effacé. Peut-être qu'elle est trop confiante, croyant que tout s'est bien passé, qu'elle est en sécurité. Les gens comme ça font des erreurs, ils se relâchent, et c'est là qu'on les attrape. J'avais un plan. Séverine m'avait invité à passer chez elle pour récupérer quelques affaires d'Éric. Des vêtements, des papiers, des photos en souvenir. J'irai le lendemain. Avant de partir, j'ai mis un petit enregistreur numérique dans mon sac. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser pour ça. À la maison de Séverine, tout semblait impeccable, trop propre, trop organisé, comme si rien ne s'était passé, comme si Éric n'avait jamais existé. Elle m'a offert un café. Nous nous sommes assises au salon. Elle a posé son téléphone sur la table basse entre nous, déverrouillé, l'écran encore allumé comme si elle venait de l'utiliser. Nous avons parlé quelques minutes. Elle a mentionné le testament, m'a expliqué que c'était le choix d'Éric. J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre. C'est alors que j'ai simulé un malaise. Je me suis levée brusquement, portant ma main à mon front, faisant une grimace. Pardon, je me sens étourdie. Je crois que c'est la tension. Je n'ai pas bien dormi. Je peux utiliser la salle de bain, me passer de l'eau sur le visage. Bien sûr, a-t-elle répondu l'air inquiet. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ce n'est pas la peine. Je connais le chemin. Je suis allée vers la salle de bain, mais je ne suis pas entrée. Je suis restée derrière la porte entr'ouverte, observant. Séverine s'était rassise. Elle a pris son téléphone, a commencé à écrire quelque chose rapidement, concentrée. J'ai attendu quelques minutes, ouvert le robinet pour faire du bruit, puis l'ai fermé et suis revenue au salon. C'est alors que son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et a soupiré. « Pardon, belle maman, je dois répondre. C'est le notaire pour les papiers de la succession. Ne vous inquiétez pas, répondez, c'est important. » Elle s'est levée et est sortie dans le jardin, fermant la porte vitrée derrière elle. Je pouvais la voir à travers la vitre, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. C'était mon opportunité, peut-être la seule. J'ai pris son téléphone sur la table. Il était toujours déverrouillé. J'ai ouvert l'application de messages, cherché Grégory, et je l'ai trouvé. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des centaines de messages parlant du plan, de l'accident, de l'assurance, de commencer une nouvelle vie ensemble. Tout était là, chaque détail, chaque étape. Même des photos du testament falsifié, des polices d'assurance. J'ai sélectionné toutes les conversations avec Grégory. J'ai appuyé sur « Transférer », entré mon propre numéro,
Envoyé. Ensuite, j'ai ouvert les messages envoyés, effacé la trace de l'envoi, remis tout comme c'était. J'ai reposé le téléphone exactement au même endroit. Séverine est revenue quelques secondes plus tard. Elle a rangé son téléphone dans sa poche sans regarder. Je suis rentré chez moi avec toutes les preuves. Éric et moi avons contacté Maître Durand, un avocat de confiance. Il a tout analysé et a accepté de nous aider. Il a contacté le commandant Lefebvre de la police judiciaire. Ensemble, ils ont décidé de monter une opération pour attraper Séverine et Grégory en flagrant délit. Les jours suivants ont été intenses. Éric a accédé à un email partagé qu'il avait avec Séverine pour les factures et les démarches du foyer. Il a découvert que l'assurance avait déjà approuvé le paiement. Les 500 000 € seraient redéposés sur le compte de Séverine dans une semaine. Dans les messages entre elle et Grégory, ils planifiaient leur rencontre. Ce serait dans un hôtel du centre-ville de Périgueux. Elle apporterait la moitié en espèces, 250 000 €. Le reste resterait sur son compte pour ne pas éveiller les soupçons avec des mouvements trop importants d'un coup. Maître Durand a transmis toutes les informations au commandant Lefebvre. Celui-ci a analysé les messages, les blessures d'Éric, la chronologie des faits et a accepté de nous aider. Ils ont monté l'opération. Le jour de la rencontre entre Séverine et Grégory, il y aurait des policiers en civil à l'hôtel, des micros cachés dans la chambre, des caméras. Tout pour capturer le moment où elle remettrait l'argent et où il parlerait ouvertement du crime. Et Éric serait là, caché, attendant le moment parfait pour revenir d'entre les morts. Le jour est finalement arrivé. Je suis resté à la maison, attendant des nouvelles. L'angoisse était insupportable. Je marchais d'un côté à l'autre, regardant l'horloge chaque minute. 14 heures. Éric devait déjà être à l'hôtel. 14h30. Séverine devait être en route. 14h45. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Durand. « Elle vient d'arriver », a-t-il dit à voix basse. « Elle monte. Elle a une valise. Sûrement l'argent. » Grégory est déjà dans la chambre. Et Éric va bien. Nerveux, mais bien. Il regarde tout sur les écrans. « Tenez-moi informé, s'il vous plaît. » Éric était dans une petite pièce remplie d'équipements. Les écrans montraient la chambre d'hôtel sous plusieurs angles, les micros captant chaque son. Le commandant Lefebvre était à côté de lui, Maître Durand de l'autre côté. Sur le moniteur, la porte de la chambre s'est ouverte. Séverine est entrée, habillée de façon décontractée, tirant une valise de voyage de taille moyenne. Grégory était assis sur le lit. Il s'est levé en la voyant, a souri, l'a embrassée. Un baiser long, intime. « Tu l'as apportée » a-t-il demandé. « Je l'ai apportée » a-t-elle répondu en posant la valise sur le lit. Elle l'a ouverte. Elle était pleine de liasses de billets, des billets de 100 €, organisés, comptés. « Ce sont les 250 000, a-t-il confirmé. « Exactement, ta part, comme on avait convenu. » Grégory a pris une des liasses, a passé son pouce sur les billets, a souri satisfait. Enfin, ça valait le coup, tout ce boulot. Séverine a laissé échapper un petit rire. « Tu crois que c'était du travail ? C'est moi qui ai dû supporter 7 ans mariée à cet imbécile. Je méritais plus, je méritais ça. Elle a montré l'argent. Et maintenant tu l'as. Maintenant je l'ai. Et personne ne soupçonne rien. La police a classé l'affaire comme accident. Le corps a été incinéré. Il n'y a aucune chance qu'ils enquêtent davantage. » Grégory s'est assis au bord du lit. « Tu es sûr qu'il est mort. Aucune possibilité qu'il ait survécu. » Séverine a secoué la tête. « Aucune. Tu l'as frappé avec tout ce que tu avais. Il saignait. Il respirait à peine. Et quand la voiture a pris feu, il n'y a aucune chance qu'il soit sorti. Parce que s'il venait à réapparaître. »« Il ne va pas réapparaître, » l'a-t-elle interrompu fermement. « Éric est mort. Et nous sommes libres. » Sur l'écran, le commandant Lefebvre a fait un signe. C'était suffisant. Confession claire, flagrant délit parfait. « Allons-y, » a-t-il dit. « Maintenant c'est ton tour. » Éric a marché dans les couloirs de l'hôtel. 3 policiers en civil allaient devant. Son cœur battait si fort qu'il sentait qu'il allait exploser. Ils se sont arrêtés devant la porte. Chambre 412. Lefebvre a frappé à la porte. 3 coups fermes. « Service d'étage », a-t-il dit en déguisant sa voix. Silence de l'autre côté. Puis des pas. La porte s'est ouverte légèrement. Grégory a montré son visage. Expression d'agacement. On n'a rien commandé d'eux. Il n'a pas terminé sa phrase. Lefebvre a poussé la porte avec force. Il est entré. Les policiers derrière. Éric est entré en dernier. La scène est restée figée une seconde. Séverine était près du lit, tenant une liasse de billets. Grégory était encore près de la porte.
les deux avec un visage de choc absolu. « Police !» a dit Lefebvre en montrant son badge. Personne ne bouge. Grégory a essayé de fuir. Il a été maîtrisé immédiatement par 2 policiers, plaqués au sol, menottés en quelques secondes. Séverine a lâché l'argent, a porté ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Pourquoi êtes-vous là ?» Éric a fait un pas en avant. Il a enlevé sa casquette. Il a enlevé ses lunettes de soleil. « Bonjour Séverine. » Séverine l'a vu et son monde s'est écroulé. « Non, » a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas possible. » Séverine a reculé en chancelant. Elle s'est assise au bord du lit, blanche comme un linge, les yeux fixés sur Éric, comme si elle voyait un fantôme. « Toi, tu es... mais comment? Mort !» a complété Éric d'une voix ferme, malgré le tremblement intérieur. « C'est ce que tu voulais, non? Que je meure sur cette route, que la voiture explose avec moi dedans, que tu gardes tout, l'argent, la liberté pour vivre avec ton amant. » « Non, Éric, non, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Sa voix s'est élevée. Toute la rage qu'il gardait a explosé. « Je ne comprends pas que ma propre femme a planifié de me tuer, qu'elle a engagé son amant pour me tabasser, qu'elle m'a jeté dans une voiture et y a mis le feu, qu'ensuite elle a organisé de faux funérailles et a fait semblant de pleurer. »« Vous êtes en état d'arrestation, » a déclaré Lefebvre calmement, « pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation, escroquerie à l'assurance, faux et usage de faux. » Séverine a hurlé, pleuré, s'est débattue. Les agents ont dû la maîtriser. Grégory a seulement baissé la tête. Il savait que c'était fini. Quand ils les ont fait sortir de la chambre, Séverine est passée à côté d'Éric. Elle s'est arrêtée. Elle l'a regardé dans les yeux. Et pour la première fois, il a vu quelque chose de vrai dans ce regard. De la haine. « Tu aurais dû mourir, » a-t-elle murmuré. « Mais je ne suis pas mort. Et maintenant, tu vas payer pour tout. » Le procès a eu lieu quelques mois plus tard devant la cour d'assises de Périgueux. La salle était pleine. Presse, curieux, famille, des 2 côtés. Tout le monde voulait voir la femme qui avait essayé de tuer son mari, l'homme qui était revenu d'entre les morts. Le procureur a présenté les preuves une par une. Il a lu les messages à voix haute. Il a passé les enregistrements de l'opération à l'hôtel. Il a montré les photos des blessures d'Éric, les expertises médicales confirmant qu'elles provenaient d'une agression violente. La défense a essayé de se battre. Ils ont argumenté que Séverine était sous pression émotionnelle, que le mariage allait mal, qu'elle n'était pas dans son état normal. Mais les preuves étaient accablantes. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucune façon de justifier. Après 3 jours de procès, est venu le moment du verdict. Le président de la Cour a lu posément. Analysant toutes les preuves présentées, les témoignages, les expertises, il ne fait aucun doute que les accusés Séverine Moreau et Grégory Blanchard ont planifié et exécuté une tentative d'homicide volontaire avec préméditation contre Éric Moreau. De plus, ils ont commis une escroquerie à l'assurance, faux et usage de faux. Il a fait une pause. Il a regardé les accusés. « Séverine Moreau, vous êtes condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. » Séverine a crié, pleuré. Les agents ont dû la maîtriser. « Grégory Blanchard, vous êtes condamné à 18 ans de réclusion criminelle. » Grégory a seulement baissé la tête. Il savait que c'était fini. De plus, a continué le président, tous les biens obtenus par la fraude doivent être restitués à Éric Moreau. La maison, l'argent de l'assurance, tout. Et l'autorité parentale exclusive du mineur Lucas Moreau est définitivement accordée à son père, Éric Moreau. Le lendemain, Éric est allé chercher Lucas chez Madame Odette, la mère de Séverine. Quand le petit l'a vu, il est resté paralysé. Ses yeux se sont agrandis. « Papa !» Éric s'est agenouillé devant lui, a ouvert les bras. « Bonjour mon fils. C'est moi, pour de vrai. » Lucas est resté immobile quelques secondes de plus, essayant de comprendre. Puis il s'est jeté dans ses bras. Il a pleuré, sangloté. Il s'est accroché à lui, comme s'il avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Papa, papa, je croyais que tu étais mort. Maman a dit que tu n'allais plus jamais revenir. » « Je sais, mon fils, je sais. Mais je suis là. Et je ne repars plus jamais. » Les mois suivants, la vie a commencé à se normaliser. Lucas a commencé une thérapie. Les cauchemars se sont éloignés peu à peu. Les sourires sont revenus. Éric a acheté une nouvelle maison, loin de celle où il avait vécu avec Séverine. Un endroit nouveau, sans mauvais souvenirs. Je me suis installée avec eux. J'aidais avec Lucas, je cuisinais, je prenais soin d'eux comme je l'ai toujours fait. Éric a rencontré quelqu'un. Nathalie, la maîtresse d'école de Lucas, gentille, attentionnée, patiente. Elle connaissait l'histoire, elle savait tout, et malgré cela,
elle a voulu le connaître. Elle a voulu faire partie de notre vie. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Un petit mariage, seulement la famille et les amis proches. Lucas était le garçon d'honneur. J'ai pleuré d'émotion. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible où ils ont failli tuer mon fils, je me suis sentie complète à nouveau. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière et je vois toute une vie pleine de douleurs, oui, de trahison, de presque mourir, de traumatisme, mais aussi pleine de nouveaux départs, d'amour, de famille, de dépassement. Parce que j'ai appris que la famille, ce n'est pas qui partage ton sang ou ton nom. C'est qui est à tes côtés quand tout s'effondre, qui te relève quand tu tombes, qui te serre dans ses bras quand tu es sur le point d'abandonner. Et moi, j'ai eu ça, j'ai ça, et je le porterai avec moi jusqu'à mon dernier jour. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.